êtes filmé. Oui, merci à tous d'être venus ce soir par ce beau temps. Donc, nous sommes mardi 25 mai. Nous allons donc assister à une conférence menée par Éric Muniz, qui a entamé son deuxième cycle avec nous, le deuxième cycle de Parlons Histoire, qui est un cycle qui parle d'histoire. Donc le premier, si vous l'avez pas, si vous n'y avez pas assisté, parlait de gastronomie. Donc on a voyagé dans le temps et la gastronomie française. Aujourd'hui, donc c'est le deuxième épisode de la série Les vies et tribulations des compositeurs français. Et donc ce soir, Éric va nous présenter Camille Saint-Saëns et ses vies, et sa vie, ou ses doubles vies qu'on ne connaît pas encore. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Éric, donc il a rejoint l'équipe virtuelle de l'Alliance française il y a quelques mois, au moins 6 mois maintenant. C'est un passionné d'histoire, de gastronomie, de musique. Il anime également des conférences en français aussi à l'Athénéum de Philadelphie. Pour l'instant en ligne, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et donc, à chaque fois, les conférences sont vraiment très intéressantes. Elles sont enregistrées pour que vous puissiez les revoir par la suite. Je suis sûre que celle-ci sera tout aussi intéressante que les autres. Et je vous invite à poser des questions après la conférence ou les poser dans le chat qui est en bas de votre écran. La conférence va durer environ 55 minutes. Donc, on aura le temps après de rester ensemble et de discuter un petit peu. Je vais juste demander à tout le monde de couper son micro maintenant pour que Éric puisse présenter son... Voilà, je coupe moi-même. Pour qu'Éric puisse avoir le confort de présenter sans trop d'interruptions. Et on se retrouve donc dans 57 minutes. À tout à l'heure, Éric. Je vous mets en spotlight. Et voilà. Entendu. Commencez. Merci beaucoup. Merci Sonia. Merci bien sûr à l'Alliance française. J'entends toujours des sons. Alors, je ne sais pas si cela veut dire que certaines personnes n'ont pas coupé Jonathan doit le faire. Merci. Merci. Voilà, ça sera un peu plus facile pour moi. Merci beaucoup et merci bien sûr à toutes celles et tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui. Alors, nous allons parler, après Berlioz, de Camille Saint-Saëns. Alors, Camille Charles Saint-Saëns est né à Paris le 9 octobre 1835 sous le règne du roi Louis-Philippe. Alors, il est baptisé catholique en l'église Saint-Sulpice. Son père est d'origine normande, s'appelle Jacques-Joseph Saint-Saëns, et il est fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Alors, il a des aspirations littéraires, il écrit des poèmes, des chansons, des comédies, et il espère réussir au théâtre. Mais hélas, atteint de la tuberculose, il meurt à 36 ans, 3 mois après la naissance de son fils. Camille est donc orphelin et ne connaîtra pas son père. Alors, fort heureusement, sa mère, Françoise Clémence Collin, champenoise à l'origine, vivra jusqu'à 79 ans. Alors, Camille est un enfant unique. Il ne bénéficiera donc pas du support d'une fratrie. Après la mort de Jacques, il sera recueilli par son oncle maternel, Monsieur Esprit Masson, qui est libraire dans le quartier Saint-Germain à Paris. Mais 2 mois seulement après le décès de son père, Camille perd son oncle qui meurt déprimé suite à la faillite de sa librairie. Alors sa tante Charlotte, désormais veuve, elle aussi, s'installe avec Françoise, la mère du petit Camille.
Toutes deux vont élever l'enfant. Charlotte, que Camille appelle bonne maman, est artiste peintre. C'est une élève de Jacques Redouté. Camille grandit donc avec deux mères, mais sans père. Alors, en 1836, de santé fragile, Camille est envoyée en nourrice à Vassy, en Haute-Marne, dans le village d'origine de sa mère, où elle a conservé des parents. Elle y restera 2 ans avant de rejoindre Paris à nouveau. Lors de retour dans la capitale, il a désormais 30 mois. Sa tante Charlotte, bonne pianiste, donne ses premières leçons de solfège et de piano à Camille. Alors très tôt, elle décèle les dons de son jeune neveu. Dès l'âge de 4 ans et 7 mois, Camille joue dans des salons musicaux. Ainsi, il accompagne au piano le célèbre violoniste belge Antoine Bessems dans une sonate de Beethoven. Alors, un journaliste du Moniteur universel assiste à la représentation. Il écrit le 1er août 1840 « Ce petit génie a un surprenant instinct musical ». D'autant qu'à cet âge, Camille est déjà capable de déchiffrer des sonates de Mozart. En 1841, à 6 ans, Camille compose plusieurs pièces pour piano. Lors d'une substance naïve mais sans faute d'écriture, comme le dira Saint-Saëns lui-même, il conserve toute sa vie ses partitions d'enfance, un peu comme des reliques. Alors, à l'âge de 7 ans, Camille commence son éducation avec des précepteurs, latin, grec, arithmétique, géométrie. Mais l'enfant se passionne surtout pour la botanique et l'astronomie. Alors, en juillet 1942, il compose son premier adagio pour piano et il va le dédier au peintre néoclassique Jean-Dominique Ingres, qui, pour le remercier, lui offre un médaillon en plâtre du profil de Mozart. Alors, en mars 1843, la tante de Camille fait appel au compositeur et pédagogue Camille Stamaty afin d'enseigner le piano à son neveu. Alors, Stamaty est un ami de Robert Schumann et de Mendelssohn, et il aura une influence déterminante sur les goûts de son jeune élève. Ainsi, Camille se passionnera pour le répertoire germanique. Alors, Stamaty comprend tout de suite que son élève a des dons précoces pour la composition. Il suggère donc à Madame Saint-Saëns de contacter Pierre Maledan. C'est un professeur originaire de Limoges qui va lui enseigner la théorie et la composition. Alors, en 1846, Stamaty convainc Madame Saint-Saëns d'acheter un piano à queue Pleyel pour son protégé qui a maintenant 9 ans. Alors, plus tard, ce piano sera offert au musée de Dieppe en Normandie par Saint-Saëns lui-même. On peut donc le voir encore aujourd'hui. Alors, Camille va découvrir l'orgue la même année. C'est l'organiste Alexandre Boély, qui joue à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, qui se charge de lui donner des leçons. Mais Camille suit aussi les conférences du professeur de chant François Delsartre et il apprend la diction et l'art de l'intonation. On le voit donc, Camille évolue dans un milieu musical privilégié dès le plus jeune âge. Le 6 mai 1846 marque une date importante pour Camille. En effet, il donne son premier concert avec orchestre à la salle Pleyel. Il n'a même pas 11 ans.
Alors il séduit l'auditoire avec sa superbe interprétation du concerto pour piano numéro 3 en do mineur de Beethoven et du concerto pour piano numéro 4 en si bémol de Mozart. Il joue d'ailleurs tout de mémoire et il fait sensation. Alors plus tard, on dira de Saint-Saëns qu'au sommet de sa gloire, il pouvait jouer de mémoire les 2/3 de l'ensemble des sonates composées par Beethoven. Alors, en mars 1847, la duchesse d'Orléans, parente du roi Louis-Philippe, invite Camille au palais des Tuileries. Alors Camille est prévenu le matin même. Il va jouer au piano un programme composé de pièces de Beethoven, de Handel, de Bach et de Hummel. Le tout sans vraiment avoir eu le temps de se préparer. La duchesse, qui est admirative, offre alors au petit Camille une montre et une chaîne en or. Alors, maître Stamaty aurait souhaité que Camille poursuive une carrière de pianiste virtuose. Mais Camille était attirée aussi par les grandes orgues. Alors, bizarrement, en 1848, Stamaty s'opposera à ce que Camille rencontre Chopin, qui était de passage à Paris. Alors, Saint-Saëns regrettera toute sa vie de ne pas avoir pu rencontrer le virtuose franco-polonais. Alors la rupture entre maître Stamaty et Camille est alors consommée. En 1848, à l'âge de 13 ans, Camille entre au Conservatoire de Paris, mais en auditeur libre, vu son âge, il est encore un peu trop jeune. Alors c'est là qu'il va commencer l'étude de l'orgue avec le compositeur François Benoît. Il a un nouveau professeur de musique, de théorie musicale, le compositeur Jacques Fromental à Lévis. Et il reçoit aussi les conseils de Charles Gounod. Alors c'est à 14 ans que Camille rencontre une fameuse mezzo-soprano, Pauline Viardot, amie de George Sand et de Charles Dickens. Alors Camille devient un habitué du salon musical de la cantatrice et des soirées qu'elle donne dans son hôtel particulier parisien. Elle aidera Saint-Saëns dès le début de sa carrière, tout comme elle le fera d'ailleurs pour Massenet, Fauré et tout comme elle l'a fait pour Gounod. Alors, tous deux vont se vouer une grande admiration réciproque. Et c'est d'ailleurs à elle que Saint-Saëns dédiera Samson et Dalila en 1877. Alors à 15 ans, Camille compose sa première symphonie, une symphonie en La majeur en 4 mouvements. Alors cette symphonie ne sera pas numérotée par Camille. Il ne faut donc pas la confondre avec sa symphonie numéro 1, qui sera composée 3 ans plus tard. Elle ne sera jamais jouée de son vivant. Alors plus tard, Saint-Saëns la considérera lui-même comme un premier essai de jeunesse. Alors les musicologues nous disent que pour cette première symphonie, Camille semble avoir été influencée par le style de Schubert et elle avait, cette symphonie, un charme un peu suranné. Alors poursuivant ses études à 16 ans, en juillet 1851, Camille obtient le premier prix d'orgue du Conservatoire de Paris. Alors à cette époque, il voue aux sonates pour orgue de Félix Mendelssohn un culte quasi exclusif. Mais il va échouer au prix de Rome la même année en présentant sa cantate Le Retour de Virginie. Alors il est jugé trop jeune. Il n'obtient donc pas la bourse d'études pour aller étudier 2 années à la Villa Médicis à Rome. Alors il se console en 1852 et obtient le prix de composition
au concours Sainte-Cécile de Bordeaux pour sa cantate Ode à Sainte-Cécile, qui est bien sûr la patronne des musiciens. Alors, à l'âge de 17 ans, Camille obtient son premier poste professionnel. Le voilà organiste à l'église Saint-Méry de Paris. Alors, Méry, M-E-R-R-I. Alors, son répertoire est innovant. Il joue des œuvres peu connues de Rameau, de Bach, de Mendelssohn, de Liszt et de Handel. Sa renommée va alors grandissante, subjuguer l'abbé Gabriel, qui est le curé de la paroisse Saint-Méry, l'invite à un voyage en Italie. Alors en décembre 1853, à l'âge de 18 ans, Camille achève sa première symphonie officielle, la symphonie numéro 1. Alors il va l'envoyer anonymement à la Société de musique Sainte-Cécile, qui l'accepte et qui l'exécute. Alors cette symphonie est dirigée par le célèbre violoniste et chef d'orchestre belge François Segers. Alors cette symphonie numéro 1 alterne une humeur martiale lors du premier mouvement, puis ensuite beaucoup de lyrisme. Alors elle a tout pour plaire aux compositeurs romantiques français. Berlioz et Gounod assistent à la première représentation. Ils sont absolument admiratifs, tout comme le sera Franz Liszt d'ailleurs. Alors tous sont stupéfaits par tant de maîtrise chez un compositeur aussi jeune. En 1854, Camille rencontre Franz Liszt pour la première fois. Alors invité à une soirée par François Segers, Camille est absolument rempli d'émotions. Il écrira que Liszt possède des doigts surnaturels. Alors Camille et Liszt se lient tout de suite d'amitié et les deux pianistes, compositeurs, se soutiendront mutuellement jusqu'au décès de Liszt en 1886. Alors à 20 ans, Camille est appelé sous les drapeaux, mais il n'effectuera pas son service militaire. Il sera réformé à cause de sa santé fragile et de la phtisie chronique qu'il a héritée de son père. En 1956, Camille compose sa troisième symphonie qu'il intitule Urbs Roma. Alors il remporte ainsi le prix de la Société Sainte-Cécile de Bordeaux. Le 10 juin, il dirige lui-même sa symphonie à Bordeaux. À 21 ans, c'est la première fois qu'il tient le bâton. Alors le public lui fait un excellent accueil. Mais Camille refuse de laisser rejouer son œuvre. Il interdira même qu'on la publie. Elle ne sera donc pas numérotée. Une fois encore, il ne faut pas la confondre avec sa symphonie numéro 2 qu'il composera en 1859. Alors en 1956, il va composer et publier aussi sa messe à 4 voix, opus 4, qu'il dédie à l'abbé Gabriel, le curé de la paroisse de Saint-Méry. Alors Liszt, en l'écoutant, dira « Le Kyrie est comme la flèche d'une cathédrale ». Pas mal. Alors en 1857, Camille obtient un poste très convoité, organiste à l'église de la Madeleine. C'est une promotion prestigieuse. Il n'a que 22 ans et il bénéficie de la protection de la princesse Mathilde, cousine de l'empereur Napoléon III. Le voilà donc en charge des grandes orgues cavalier-coll de la Madeleine. Le tout Paris se bouscule désormais afin d'entendre ces improvisations extraordinaires. Camille va y recevoir Liszt, qui va écrire que Saint-Saëns est sans conteste le premier organiste du monde.
Alors Camille va conserver ce poste pendant 20 ans et il décrira cette période comme les plus belles années de sa vie. Très vite, il déménage avec sa tante et sa mère dans un appartement spacieux, plus proche de l'église de la Madeleine. En 1858, l'éditeur de musique Giraud lui donne la somme de 500 francs pour la livraison de 6 duos pour piano et harmonium. Alors avec cet argent, et passionné d'astronomie, Saint-Saëns va s'acheter un télescope fabriqué par la fameuse maison Secretan. Il n'a rien perdu de son amour pour l'astronomie. Alors en 1859, Saint-Saëns compose sa symphonie numéro 2, officielle, en la majeur. Alors à la même époque, il rencontre plusieurs fois Richard Wagner à Paris, qui a entendu parler de Camille par Franz Liszt. Alors Wagner admire chez Camille sa mémoire exceptionnelle et ses talents d'interprète. Quant à Saint-Saëns, il restera toute sa vie un ardent défenseur de l'œuvre de Wagner, même si à partir des années 80, il commencera à émettre quelques critiques sur son éminent collègue, et on en reparlera un peu plus tard. Alors, en 1861, Saint-Saëns accepte un poste de professeur de piano à l'école Niedermeyer, située dans le 9e arrondissement de Paris et créée sous l'impulsion de l'empereur Napoléon III. Alors, Louis Niedermeyer est un Suisse naturalisé français. Il était apôtre de la restauration du chant choral de l'Église. Et c'est ainsi que Saint-Saëns aura pour élève des adolescents fameux. Gabriel Fauré, qui a alors 16 ans, André Messager, futur grand chef d'orchestre et compositeur, et le futur organiste Eugène Gigou. Saint-Saëns va enseigner à l'école Niedermeyer pendant 4 ans. En 1862, Camille participe à l'inauguration des grandes orgues Cavaille-École de l'église Saint-Sulpice. Alors, il y donne un concert devant plus de 6000 personnes, si nombreuses qu'elles s'amassent sur la Grand Place. Alors, 12 ans après son premier échec, Camille va retenter sa chance au Grand Prix de Rome, mais il va échouer de nouveau. Nous sommes en 64 et il a 29 ans. Alors cette fois-ci, on ne le juge pas trop jeune, mais on le dit trop âgé. Berlioz, qui ne manque pas d'humour et qui est membre du jury, dira avec malice « Saint-Saëns sait tout, mais il manque d'inexpérience ». En 67, lors de l'exposition universelle de Paris voulue par l'empereur, Saint-Saëns obtient le premier prix du concours avec sa cantate « Les noces de Prométhée ». Alors, il fait pourtant face à 103 concurrents. Alors, parmi les membres du jury, on trouve le compositeur d'opéra Auber, Rossini, Berlioz, Verdi et Gounod. Alors, cette création lui vaudra la Légion d'honneur. En mars 68, Saint-Saëns participe à une nouvelle inauguration. Il s'agit cette fois-ci des grandes orgues Cavaille-École de Notre-Dame de Paris. Une année plus tard, en 69, Saint-Saëns compose son fameux concerto numéro 2 pour piano, et cela en 17 jours seulement. En effet, son ami, le compositeur et pianiste russe Anton Rubinstein, arrive à Paris en tournée. Il souhaite présenter une pièce originale et va donc faire appel à Saint-Saëns. Alors ce concerto numéro 2
Ce sera le concerto que Saint-Saëns jouera le plus tout au long de sa carrière d'interprète. Alors, le 8 mars 69, Hector Berlioz décède. Alors, malgré leurs différences d'âge, les deux musiciens se sont longtemps fréquentés. Saint-Saëns dira de Berlioz: « C'est avec cet homme merveilleux que toute ma génération a été formée. Il avait la qualité inestimable d'enflammer l'imagination. » Alors Saint-Saëns va ensuite passer quelques jours chez Franz Liszt, le compagnon fidèle de Berlioz. Il en profite alors pour se rendre à Munich et assiste à la création de L'Or du Rhin de Wagner. En 1870, pour le centenaire de la naissance de Beethoven, Liszt organise un festival à Weimar. Alors Liszt invite son ami Saint-Saëns et il assiste à la présentation de sa cantate Les Noces de Prométhée. Alors Saint-Saëns en profite pour lui parler de son projet, le fameux opéra biblique Samson et Dalila. En effet, les premiers extraits présentés lors de soirées musicales parisiennes ne semblent pas soulever l'enthousiasme. Alors Liszt va conseiller à Saint-Saëns de persévérer, de finir son projet d'opéra, et il lui promet même de le faire jouer à Weimar alors qu'il n'en a même pas entendu une seule note. Mais en 70, le conflit menace la France sur le flanc Est. Lorsque la guerre franco-prussienne éclate, Camille Saint-Saëns s'engage dans le 4e bataillon de la Garde nationale. Alors en janvier 71, il apprend la mort de son ami Henri Regnault, atteint à la tempe par une balle prussienne sur le champ de bataille du Buchenwald. Alors Regnault est un célèbre peintre orientaliste et Saint-Saëns, très affecté, lui dédie sa fameuse marche héroïque qu'il compose pendant la guerre. Alors, marqué par le conflit franco-prussien, Saint-Saëns a la fibre patriotique. Il n'accepte pas la perte de Metz et Strasbourg à l'Allemagne. En février 1871, quelques jours après l'armistice, il crée la Société nationale de musique avec César Franck, Bizet et Fauré. Alors, le but de la société est de favoriser la propagation des œuvres des compositeurs français contemporains. Alors, il y a chez Saint-Saëns un esprit un peu revanchard et nationaliste, car il faut bien le dire, jusqu'alors, les sociétés musicales françaises favorisaient les compositeurs germaniques. Alors, après la chute de l'Empire et la proclamation de la Troisième République par Gambetta, Saint-Saëns est inquiété lors des événements de la Commune de Paris qui se déroulent entre mars et mai 1871. Alors ce mouvement de type anarchiste et libertaire refuse en fait de reconnaître le gouvernement de la République. L'abbé Gaspard de Guéry, curé de l'église de la Madeleine, est fusillé par les communards. Alors, en tant qu'organiste et ancien membre de la garde républicaine, Camille Saint-Saëns est alors en danger. Il se réfugie en Angleterre. Il décide donc de rejoindre Londres et ses amis Charles Gounod et la cantatrice Pauline Viardot. Alors, il arrive dans la capitale anglaise au moment de l'exposition universelle. Il va profiter de son passage en Angleterre afin d'étudier les partitions de Handel à la bibliothèque du palais de Buckingham.
Alors, fort heureusement, la situation politique se pacifie en France et Saint-Saëns rentre à Paris début juin. Alors, 1872 est une année noire pour Saint-Saëns. Son œuvre lyrique et orientaliste sur le Japon, La princesse jaune, est un échec. Elle ne passe pas les 5 représentations. Alors, Georges Bizet subit le même échec avec Jamil. La France n'est décidément pas prête pour l'orientalisme en musique. Et de surcroît, la même année, sa tante maternelle, Charlotte Masson, qui lui avait enseigné le piano alors qu'il était enfant, meurt à 91 ans. Alors il en éprouve une profonde tristesse. Il l'a considérée comme sa seconde mère. Alors à 38 ans, surmené, Saint-Saëns souffre d'une aggravation de sa phtisie. Son docteur lui ordonne de se retirer dans des climats plus cléments. C'est alors qu'il prend pour habitude de se rendre à Alger chaque année, et nous le verrons, il fera beaucoup de voyages en Afrique du Nord par la suite. Alors 74 est une année de tournée européenne pour Saint-Saëns. Comme interprète, tout d'abord, il joue du piano, il donne de nombreux récitals d'orgue, mais aussi comme chef d'orchestre, il dirige ses propres œuvres, comme l'avait fait son illustre prédécesseur Berlioz. Alors, ce faisant, Saint-Saëns contribue bien sûr à la diffusion de sa musique à travers l'Europe. Cette année-là, il compose la fameuse allégorie médiévale, La danse macabre. Alors, en février 1975, Saint-Saëns va se marier. Il a 40 ans. Il épouse Marie-Laure Truffaut, de 20 ans, sa cadette. C'est la fille d'un riche industriel du Nord. Alors, ce mariage va déplaire à sa mère. Alors, on ne connaît à Camille ni aventure, ni romance passagère, et sa mère s'était habituée à ce fils tout à elle. Alors, peu après l'heureux événement de son mariage, Saint-Saëns est inconsolable. En effet, en juin 1975, il perd son grand ami Georges Bizet. Alors, Bizet est un fumeur invétéré, il est un peu obèse également, et il va mourir d'une crise cardiaque à 37 ans. Alors, Bizet était dépressif. 3 mois auparavant, il avait subi l'échec de la création de Carmen, qui avait été sifflée par le public parisien. Alors, le 6 novembre marque la naissance du premier fils de Camille. Il s'appelle André. Alors, 10 jours plus tard, Saint-Saëns part pour une grande tournée en Russie, à Moscou et Saint-Pétersbourg. Il dirige ses œuvres devant la cour impériale. Alors, c'est à cette époque qu'il fait la connaissance de Tchaïkovski. Alors, les tournées s'accumulent. Saint-Saëns continue à voyager énormément. Concerts à Paris, à Vienne, à Londres. En 1976, il se rend au festival de Bayreuth, qui vient d'être créé, et il joue même chez Wagner. Alors Saint-Saëns va époustoufler Richard Wagner par son talent d'interprète lors d'une grande réception. Alors après 20 années comme organiste à la Madeleine, Saint-Saëns se retire en avril 1877. En effet, il reçoit un don testamentaire de 100 000 francs de la part d'un ami, Albert Libon. Alors il peut désormais, avec cette somme, se consacrer exclusivement à la composition. Un an plus tard, à Saint-Sulpice, il dédie son fameux Requiem à son généreux donateur, et c'est Charles-Marie Widor qui tient l'orgue.
Alors la même année, en décembre, il crée au Grand Théâtre ducal de Weimar son opéra Samson et Dalila, comme le lui avait promis son ami Liszt. C'est aussi l'époque à laquelle son second fils naît. Il s'appelle Jean-François. Mais 1878 est l'année terrible de Saint-Saëns. Son premier fils, André, meurt à l'âge de 2 ans. Il déjoue l'attention de sa mère et tombe par la fenêtre de son appartement situé au 4e étage. En juillet de la même année, c'est son second fils, Jean-François, âgé de 7 mois, qui décède à son tour. Suite à la dépression de sa mère, le nourrisson avait été envoyé chez sa grand-mère maternelle. Hélas, Jean-François attrape une mauvaise fièvre et meurt sans que les médecins puissent le sauver. Alors Saint-Saëns ne se remettra jamais de la mort de ses 2 fils et il gardera, hélas, une rancœur farouche contre sa femme. Alors Saint-Saëns essaie de compenser la tragédie de la perte de ses 2 fils par une boulimie de voyage. En 1979, il sillonne l'Europe, Belgique, Suisse, Allemagne, Autriche, Italie, Hongrie. Il passe quelques jours à Budapest, dans la demeure de Franz Liszt. L'orientalisme le passionne toujours. Il compose notamment Rêverie orientale, qui fera partie de sa future suite algérienne, qu'il achèvera en 1880. Alors c'est en 81 qu'il se sépare de Marie-Laure, sa femme. Alors le couple n'a jamais surmonté la mort de leurs 2 fils. Mais Marie-Laure et Camille ne divorceront pas, ça ne se faisait pas à l'époque, et il lui verse une pension toute sa vie. Alors elle vivra jusqu'en 1950, atteignant l'âge de 95 ans. En 82, la ville de Mulhouse, en Alsace-Lorraine allemande, honore Saint-Saëns d'un festival. Il se produit en récital à l'orgue et au piano. Les tournées de concerts se poursuivent à un rythme effréné. En 83, il va créer Henri VIII à l'Opéra de Paris, où il triomphe. Pourtant, certains critiques commencent à pointer son manque d'originalité. La musique se modernise et change autour de lui, mais Saint-Saëns reste enfermé dans un classicisme qui dérange les avant-gardistes. Alors de plus, il est rattrapé par sa maladie d'enfance, la phtisie, c'est-à-dire la tuberculose. Il part alors se reposer en Italie, puis en Algérie, qu'il affectionne tout particulièrement. En 84, une fois sa santé rétablie, il en profite pour se rendre en Suisse où il inaugure la salle Victoria de Genève. De retour à Paris, il est élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur. En 1885, il publie un recueil d'articles intitulé Harmonie et mélodie. Alors Saint-Saëns y parle notamment de Wagner en ces termes, je cite: alors j'admire profondément les œuvres de Richard Wagner en dépit de leur bizarrerie. Elles sont supérieures et puissantes, cela me suffit, mais je n'ai jamais été, je ne suis pas et je ne serai jamais de la religion wagnérienne. Puis il part en concert à Berlin. Alors ces représentations sont perturbées par des agitateurs qui n'ont pas apprécié ses propos sur Wagner. En fait, Saint-Saëns admire Wagner, mais il trouve qu'il va trop loin.
Alors les journaux germaniques accusent Camille d'avoir la haine de l'Allemagne. Et ainsi, en 1886, ses œuvres sont interdites dans la plupart des salles allemandes. Saint-Saëns doit alors écourter sa tournée. Il se réfugie à Vienne, où il compose le Carnaval des animaux. Alors après une exécution privée à Vienne, il juge cette œuvre indigne de publication et il ne la jouera jamais plus en public. Pourtant, comme on le sait, après sa mort, le Carnaval des animaux devient son œuvre phare. Alors en 1886, il va rompre avec la Société nationale de musique qu'il avait créée. En effet, celle-ci décide de jouer des compositeurs étrangers et, selon Saint-Saëns, elle trahit donc sa mission. Il est devenu nationaliste et cocardier. En 87, il donne sa première représentation de sa symphonie numéro 3. L'orgue, bien sûr, il joue une place absolument centrale. Alors, en véritable icône officielle de la France, il part faire une tournée en Russie de nouveau, où il va triompher, bien sûr. Mais à son retour, souffrant d'anémie, il doit se reposer en Algérie et il ne rentre à Paris qu'en mai 1888. Cette année-là, sa mère décède en décembre. Elle a 79 ans. Alors cette mort plonge Camille dans un terrible désarroi, dépressif et de santé de plus en plus fragile. Il retourne à Alger. Il se rend compte qu'il ne peut plus vivre dans l'appartement qu'il partageait avec sa mère. Trop de souvenirs, trop de chagrin. Il fait alors de nombreuses donations au musée de Dieppe, en Normandie, où son ami Ambroise Millet est conservateur du musée des Beaux-Arts. Alors, dès lors, Saint-Saëns mène une vie de nomade voyageur. Il restera sans domicile fixe jusqu'en 1903. Alors, en 1890, dépressif, Saint-Saëns annonce à son ami, le librettiste Louis Gallet, qu'il souhaite quitter la France à la recherche, comme il le dit, d'un autre lui-même. Alors il disparaît sans laisser de traces et les rumeurs les plus folles envahissent la presse. On dit qu'il s'est suicidé, puis qu'il a perdu la raison et a été interné dans un asile psychiatrique. Des pseudo-héritiers arrivent même à Paris, espérant toucher sa fortune. Alors des journalistes partent à sa recherche. Puis Saint-Saëns réapparaît subitement aux îles Canaries, où il voyage sous un alias, Charles Sannois. On le retrouve ensuite en concert en Andalousie, à Cordoue et à Cadix, puis au Maroc, à Tanger. Mais Saint-Saëns est toujours en quête de sens. Il décide alors de s'embarquer pour Ceylan. Il souhaite y étudier la botanique, passion secrète de son enfance, comme on le sait, qu'il partageait avec bonne maman, sa tante. Alors cependant, le climat tropical est trop humide et cela affecte sa santé. Il va alors s'installer au Caire, où il compose Africa, sa magnifique fantaisie pour piano et orchestre. Puis, encore malade, il part pour Tunis et Alger. Mais Paris commence à bouder Saint-Saëns. Alors, toujours admiré en province et à l'étranger, la capitale française semble s'être lassée de son traditionnalisme musical. 93 marque la mort de Charles Gounod à l'âge de 75 ans. C'est Saint-Saëns qui tient l'orgue à son enterrement et qui fera l'éloge
de ce grand maître de la musique française. Petit à petit, toutes les références musicales du XIXe siècle disparaissent et il commence à se sentir bien seul. Alors qu'il approche la soixantaine, Saint-Saëns est promu commandeur de la Légion d'honneur. Grand voyageur, il part à Saïgon, au Vietnam, en 1995. Il rend visite à son grand ami Armand Rousseau, gouverneur général de l'Indochine française. Il en profite pour reprendre l'étude de la botanique. En 1996, intéressé par l'archéologie, Saint-Saëns décide de visiter Alexandrie, Le Caire et Luxor. Il descend le Nil et visite des chantiers de fouilles. Il y retrouve son grand ami, le peintre orientaliste Georges Clérin. De retour en France en 1897, Saint-Saëns assiste à l'inauguration du musée Saint-Saëns de Dieppe, en Normandie. 2 grandes salles du château médiéval de la ville lui sont consacrées. On y retrouve aujourd'hui tous les objets qui composaient la vie familière du musicien, notamment son piano à queue, Pleyel, que sa mère lui avait offert alors qu'il avait 9 ans. Alors, super actif, fin 97, Saint-Saëns est également nommé organiste honoraire de l'église Saint-Séverin de Paris. 1899 marque la première tournée de Saint-Saëns aux Amériques. Il fait une visite triomphale à Buenos Aires. L'année suivante, le Kaiser Guillaume II remet à Saint-Saëns la croix pour le mérite. Camille succède alors à Tchaïkovski, qui est mort 6 ans auparavant. Alors cela scelle la réconciliation de Saint-Saëns avec l'Allemagne, mais il la rendra en 1914, alors que la Première Guerre mondiale éclate. Rentré dans un nouveau siècle, Saint-Saëns termine sa tragédie lyrique nationaliste, Les Barbares, les barbares étant les Germains. La première sera donnée en 1901 à l'Opéra Garnier de Paris. C'est un grand succès. Et en octobre, voilà Saint-Saëns nommé président de l'Académie des Beaux-Arts. Alors son activité reste débordante. Il compose pour la fameuse actrice Sarah Bernard la musique de scène qu'elle lui avait demandée pour la pièce de théâtre Andromaque. Infatigable, Saint-Saëns reprend ses tournées, part en Allemagne, Strasbourg, Karlsruhe, Wiesbaden. À son retour, c'est l'Angleterre qui l'honore. Il est nommé Commander of the Victorian Order. En 1903, après 15 années d'errance et de voyages permanents, Saint-Saëns décide enfin de louer un appartement. Il s'installe dans le 16e arrondissement de Paris, rue Longchamp. Il rachète des meubles et reconstitue sa bibliothèque. Mais quelques jours plus tard, il s'embarque pour l'Argentine et le Brésil et ne rentrera en France qu'en septembre 1903. Leur ironie du sort, à son retour, on lui offre la direction de la Villa Médicis à Rome, alors qu'il n'avait jamais gagné le prix de Rome. Mais il préfère garder son indépendance. Il refuse ce poste prestigieux pour lequel plus d'un se serait battu, bien sûr. Alors, janvier 1905 marque la première d'Hélène à l'Opéra Comique. Alors, après ce succès, Saint-Saëns s'embarque pour son 11e voyage à Alger. Leur véritable baroudeur, on va le retrouver aussi au Caire en 1906,
où il compose son concerto pour piano numéro 5, dit l'Égyptien, où son lyrisme s'exprime magnifiquement. C'est en septembre que Saint-Saëns s'embarque pour New York. Hélas, il tombe malade sur le bateau. Il est atteint de la diphtérie. Alors, arrivé le 4 novembre 1906 à New York, il remplit toutes ses obligations. Malgré son mauvais état de santé, on le retrouve au Carnegie Hall, à Philadelphie, à Chicago et à Washington. Il se produit au piano et à l'orgue et tient la baguette pour plusieurs de ses œuvres. Mais épuisé, il rentre en Europe en décembre et part directement se reposer au Caire. Alors, en 1907, Saint-Saëns va à Dieppe. Il assiste à l'inauguration de sa propre statue que l'on installe devant les portes du théâtre. Alors, hélas, la statue sera fondue par les Allemands au cours de la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut donc plus aller la voir. Alors, l'année suivante, Saint-Saëns compose la première musique de film de l'histoire du cinéma. Il s'agit du film L'assassinat du duc de Guise du producteur français André Calmette. En 1910, il a la douleur de perdre sa grande amie, la cantatrice Pauline Viardot. C'est lui qui tient l'orgue à son enterrement. Puis il reprend ses allers-retours entre Alger et le Caire, où son ami, le prince Mohamed Ali Pacha, l'accueille très souvent. Alors de retour en France, il est reçu à l'Élysée par Raymond Poincaré, qui lui décerne la Grande Croix de la Légion d'honneur. Alors il n'en reste pas moins que dans les milieux artistiques, il est vu comme un ultra-conservateur, un anti-moderne. En 1913, n'a-t-il pas en effet quitté la salle au bout de quelques minutes lors d'une représentation du ballet de Stravinsky, Le Sacre du Printemps, qu'il considère comme une hérésie. Alors que la Grande Guerre de 14 éclate, Saint-Saëns a presque 80 ans. Il séjourne à Paris et donne de nombreux concerts patriotiques pour les blessés de guerre. Revanchard, il va jusqu'à demander qu'on interdise la musique allemande en France, mêlant regrettablement l'art et la politique. En 1915, à l'invitation du gouvernement américain, il effectue son second voyage en Amérique du Nord. Après un passage à New York, il se rend à San Francisco, où il préside à des banquets, donne des récitals et dirige 3 concerts. Lors de retour en France, Sacha Guitry fait un film intitulé « Ceux de chez nous ». Il y célèbre les génies français. Saint-Saëns y apparaît aux côtés de Monet, Renoir et Anatole France. Alors, l'année suivante, il fait une tournée en Amérique du Sud. Il retrouve l'Argentine pour la 3e fois, le Brésil pour la 2e, et fait un premier passage en Uruguay. En 1917, toujours passionné d'astronomie, il donne des conférences à la Société astronomique de France. Malgré sa santé déclinante et son grand âge, il n'arrête pas de créer, de voyager. Mais ses activités sont de plus en plus entrecoupées de cures et de repos forcés. En 1919, frappé de congestion pulmonaire due à sa phtisie chronique, il est contraint à des cures thermales prolongées à Hammam Rira, aux abords d'Alger. Puis il retrouve la France et donne une série de concerts et de récitals en province. À 84 ans, il n'a vraiment rien perdu
de sa virtuosité. Le 6 août 1921, à l'occasion de ses 75 ans de carrière, il donne un concert à Dieppe. Ce sera sa dernière apparition officielle. Mais désormais, on le considère comme un homme du passé, un gardien du temple de la musique académique. Bref, un ringard face aux novateurs comme Erik Satie ou Debussy. Saint-Saëns les appellera d'ailleurs des anarchistes de la musique. Alors oui, en prenant de l'âge, Saint-Saëns n'a pas beaucoup changé et n'a pas pris le tournant de la modernité en matière de composition. Mais faut-il lui reprocher de ne pas avoir pris le tournant impressionniste d'un Debussy? Était-ce vraiment à lui de le faire? Je ne pense pas. Alors Saint-Saëns est un innovateur post-romantique tout de même. Première composition musicale pour un film, premier arrangement pour saxophone dans Le Cygne et la danse macabre, premier tango dans son mini-opéra comique Lola, premier à introduire dans un orchestre le xylophone aux origines africaines, le balafon bien sûr, dans sa danse macabre. Alors fatigué, Saint-Saëns quitte la France et repart en 1921 pour Alger, où il continue à composer des petites mélodies. Il s'installe à l'hôtel Oasis, mais toujours malade, il décède le 16 décembre 1921 d'une congestion pulmonaire. Il a alors 85 ans. Le 19 décembre, sa messe d'enterrement est célébrée à la cathédrale d'Alger. Puis on transfère sa dépouille en France et l'on organise d'imposantes cérémonies officielles en son honneur. Alors aujourd'hui, Saint-Saëns repose auprès de ses enfants au cimetière Montparnasse, dans la chapelle qu'il avait fait ériger à la mort de ses deux fils. Il a enfin retrouvé ceux qu'il aura pleuré toute sa vie et qu'il n'aura pas vu grandir. Sa douleur secrète ne s'était jamais vraiment éteinte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Bravo, Merci. Eric, bravo. Merci, c'est très gentil. Extraordinaire. Merci. Bravo, très bien. Merci. Merci, Eric, c'était formidable. Merci. Mais je vous en prie. Merci, Eric. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui. C'est un homme, je crois, très, très touchant et en préparant cette petite présentation, bien sûr, j'ai fait beaucoup de recherches et oui, je l'ai trouvé assez touchant et c'est vrai qu'on lit beaucoup d'articles ou de remarques à son compte et on dit qu'il n'a pas évolué, qu'il est resté un petit peu coincé dans les années 1850, 1860. Mais bon, personnellement, moi, j'aime beaucoup sa musique, alors je ne veux pas trop le défendre, mais c'est un homme quand même qui a fait une carrière extraordinaire, 75 ans de carrière, il a vécu jusqu'à 85 ans, il a composé énormément. Je pense que même dans les dernières années, ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit était absolument remarquable, peut-être plus au goût du jour, hein, ce n'était pas un Debussy, hein, mais tout de même, voilà. Et j'étais très étonné finalement aussi d'apprendre que comparativement à beaucoup d'artistes et de compositeurs, ben, il a une vie conjugale, si je puis dire, ou une vie amoureuse qui est très très limitée. On ne lit finalement pas grand-chose sur sa vie personnelle. Oui, il se marie à 40 ans, mais entre-temps, on n'entend pas vraiment parler d'aventure, etc. Mais c'est vrai qu'il a eu ensuite le drame, hélas, de la mort de ses deux fils, et ça l'a énormément affecté. Ouais, c'était un grand voyageur aussi.
Ah oui, alors absolument étonnant. Et puis jusqu'à un très grand âge. Oui, oui. Il Et est- malade. Et malade. Malade. Parce qu'hélas, il avait hérité de la phtisie, donc de cette maladie pulmonaire, enfin de la tuberculose, hein, qu'on appelait à l'époque phtisie, de son père, hein, puisque son père en est mort, et lui en a été atteint dès sa prime jeunesse. Alors, il y avait des périodes de rémission, des périodes où il retombait dans la tuberculose, et c'est vrai que ça a dû être aussi très difficile, mais quelle volonté, quelle énergie, oui. c'est Ah extraordinaire. oui. Incroyable. Extraordinaire. Voilà. Alors, je crois que nous nous retrouverons en juillet, il me semble, le 20 juillet, et cette fois-ci, on parlera de Bizet. Alors là, c'est un peu, je ne veux pas dire tout son contraire, mais c'est une vie très courte, 37 ans seulement. Wow. Donc, un compositeur qui est mort jeune, comme hélas beaucoup de compositeurs. Absolument. Ouais. Quelle date en juillet? Ça sera le 20 juillet, je crois, mais je pense Sonia. que Sonia peut confirmer. Oui, je confirme. Donc, le mois prochain, il n'y a pas de conférence avec vous. En revanche, le mardi 20 juillet à 6 h du soir pour Georges Bizet. Voilà. Excellent. Et demain, je vous ferai à tous parvenir l'enregistrement de la conférence de ce soir et le lien pour vous inscrire à la conférence du mardi 20 juillet. Merci Ok, beaucoup. merci. Un grand plaisir. Tout Merci, plaisir c'était pour moi. intéressant. Merci. C'était extraordinaire, comme d'habitude. Merci. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonne soirée et merci beaucoup encore. Merci. Merci. Et un grand merci à l'Alliance française. Surtout. Oui. Ah oui. Absolument. Merci Sonia. Et merci, Sonia. Oui. Merci, Sonia. Et à la prochaine. Au revoir. Merci Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.